Et l'idée, c'est que justement, cette réglementation, elle se heurte à deux environnements. Le premier, c'est la tech, le numérique, et l'autre côté, le côté plutôt santé médicale. Et là, on voit bien que c'est deux mondes qui ont encore un peu de mal, peut-être à discuter entre eux, mais sur lesquels il faut être très vigilant, parce qu'on peut vouloir aller très vite, et se rendre compte que derrière, on n'a rien réellement développé parce qu'on n'a pas le droit ou on ne peut pas le mettre sur le marché. Et aujourd'hui, on va partager, on va dire, ces expériences, donc avec Quentin, Thomas et Elisa. Et l'idée, c'est qu'ils puissent vous apporter leur expérience, leur expertise sur ces domaines-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de vous présenter. Alors pour certains d'entre vous, vous avez déjà commencé un peu à parler, mais vous présenter avant qu'on puisse démarrer cette table ronde. Elisa, je te laisse démarrer. Oui, merci. En tout cas, pour compléter par rapport à ce que j'ai dit ce matin pendant le pitch, nous, on est issus du monde des fabricants. Avant de lancer Spartacare, on était côté fabricant de dispositifs médicaux pour une société de surveillance dans les maladies chroniques. On avait obtenu le marquage CE à l'époque. On a été les premiers en France à l'obtenir pour un logiciel de classe 2A sous le nouveau règlement. Et c'est à la suite de ça qu'on a décidé de se lancer dans le conseil et accompagner les entrepreneurs du monde de la santé. Et aujourd'hui, on travaille notamment avec Weezings, qui est là aujourd'hui, qui a une table ronde plus tard, avec des entreprises comme Pixacare, NaoX, Calmedica, Bandalab. Merci. Alors, moi, je suis toujours avocat depuis tout à l'heure. A priori, je n'ai pas été radié. Donc, sur les aspects légaux et par rapport au réglementaire, en tout cas, l'avocat, nous, on se positionne plutôt sur les approches très macro ou très micro. C'est-à-dire qu'on est là pour soit donner une vision très réglementation, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, soit au contraire essayer d'apporter des solutions sur des points très précis, sur des problématiques d'interprétation. Voilà. Donc on travaille dans le dispositif médical et comme je le disais ce matin, on travaille beaucoup également sur la partie données personnelles. Voilà. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Quentin François, fondateur de la société Prévia Médicale. Nous, ça fait 5 ans qu'on est dans le labyrinthe réglementaire et ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la prévention d'urgence vitale en milieu hospitalier. Donc on se connecte à des données de santé temps réel et on fait des prédictions de risques d'urgence vitale pour les patients. Donc vous imaginez qu'on a pas mal de problématiques réglementaires. Donc je suis là pour en témoigner. D'accord, merci. C'est vrai que quand on parle de réglementaire, on parle de quoi exactement? Parce que dans le domaine de la santé, il y a déjà plusieurs types de règlements, il y a peut-être déjà plus de choses. Et puis dans le domaine de l'IA, puisqu'on est aujourd'hui autour de l'IA, il y a encore d'autres choses. Est-ce que tu peux, Thomas, nous expliquer un peu ces méandres et ces différents règlements qui peut-être viennent se compléter ou pas? Alors, on va peut-être commencer par un point très positif, c'est qu'on a quand même une tendance lourde à une européanisation. Enfin, on avait déjà des directives, des choses comme ça. C'est dur comme terme, ça aussi. Alors, on a quand même une globalisation de la réglementation au niveau européen, puisque vous avez pu le voir, on a de plus en plus de règlements qui remplacent les directives. Donc, c'est un point plutôt positif, puisque en théorie, on est tous censés respecter exactement le même texte. Bon, après quelques petites précisions locales, mais ça c'est plutôt une bonne chose. Donc aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est plusieurs règlements européens, d'ailleurs c'en est 3 règlements européens, le règlement sur les dispositifs médicaux, le règlement sur la protection, enfin le règlement général sur la protection des données, et puis également le règlement sur l'IA, donc on l'appelle également l'IA Act, donc qui sont des textes qui soit vont être assez autonomes, soit dans certaines situations vont avoir plutôt tendance à se compléter. Voilà, donc on les je pense peut-être un petit peu après, mais l'idée c'est ça, c'est qu'on va dire qu'aujourd'hui, quand on est sur un produit de santé, on va souvent, même quasiment obligatoirement, tomber dans le règlement sur le dispositif médical. Et donc, avec le règlement sur l'IA, la question c'est est-ce qu'il faut qu'on augmente un petit peu finalement certains éléments pour également respecter cette réglementation qui est en cours de déploiement. Voilà. D'accord. Et est-ce que, alors Elisa ou toi, vous pouvez compléter un peu, parce que c'est vrai que quand on parle de règlement sur les dispositifs médicaux, de quoi est-ce qu'on parle, ou IA Act, de quoi est-ce qu'on parle, et comment ces deux systèmes, on va dire, se rejoignent, ou d'ailleurs ne se rejoignent pas, ou se complètent? Oui, alors peut-être pour compléter Thomas, concrètement, quand on est un fabricant de dispositifs médicaux, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Donc en fait, l'IA Act, c'est une approche par les risques. Et les dispositifs médicaux qui intègrent de l'IA, ils sont forcément considérés comme des systèmes à haut risque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? On doit mettre en place un management de système IA. Donc, quand on a déjà un système de management de la qualité pour les DM, essayer d'harmoniser les deux.
Et sur la partie plutôt documentation technique, montrer que l'algorithme il est explicable, que les résultats sont explicables, montrer qu'on a de la transparence du dataset, comment est-ce qu'on le constitue, c'est quoi mon dataset de validation, c'est quoi les données que j'ai utilisées, montrer qu'on a un moment de la supervision humaine aussi, et montrer qu'on contrôle aussi tout ce qui est post-market surveillance. Que les résultats restent pertinents une fois le dispositif mis sur le marché. Donc ça, c'est pour tous les DM qui intègrent de l'IA. Et il y a des petites spécificités pour ceux qui intègrent de l'IA générative, qui vont être montrer qu'on n'a pas d'hallucination, prévenir la personne qu'on est face à de l'IA, et respecter les droits d'auteur. Donc ça amène quand même pas mal de... Les développeurs, ils mettent en place quand même déjà pas mal de bonnes pratiques dans la manière dont ils développent leurs algorithmes, le code. Ça, on voit plein des équipes avec des bonnes pratiques. Par contre, ça amène du flou sur la partie demain, moi, si je veux utiliser une brique externe, qui soit une black box, donc c'est-à-dire j'utilise une brique, par exemple, la brique d'OpenAI. Comment est-ce que je fais pour prouver à mon organisme notifié qu'en utilisant cette brique, je respecte tous ces critères d'explicabilité, de transparence. Donc aujourd'hui, ce serait un des enjeux principaux. D'accord. Donc ce que j'entends, c'est que sur l'IA Act, il y a une classification de risque, un petit peu comme sur les dispositifs médicaux. Mais si moi je suis entrepreneur, je commence par quoi? Et est-ce qu'il faut que je fasse tout? Est-ce que je commence par l'IA Act? Est-ce que je commence par le règlement européen sur les DM? Qu'est-ce que je fais? Concrètement, en fait, aujourd'hui, la première démarche à faire, c'est de qualifier un produit. En fait, il faut arriver par rapport à ses caractéristiques, par rapport aux fonctionnalités qu'on veut mettre en avant, arriver à déterminer quelle est la réglementation, finalement, qu'est-ce que c'est comme produit. Donc, la première des questions aujourd'hui, c'est surtout, quand on est dans le domaine de la santé, c'est surtout un dispositif médical. Et ensuite, je pense que pour X raisons, notamment le fait que l'IA Act rentrera véritablement en application en juillet 2027 pour tout ce qui est système d'IA à haut risque, ça sera la deuxième étape. Et effectivement, voilà, c'est quoi qu'il en soit, avant toute chose, un dispositif médical répondant, enfin un produit, même un logiciel répondant à la définition d'un dispositif médical doit être mis sur le marché avec son marquage. Et ensuite, c'est justement là où on va avoir des spécificités quand il embarque de l'IA ou quand c'est même un système d'IA, donc à haut risque, il va devoir respecter aussi une certaine réglementation. Mais ce qui est quand même bien foutu, quand même, hein, on peut le dire, c'est qu'il y a on est avant tout sur un DM. Et on va avoir effectivement des exigences propres à l'IA qui va être intégrée dans le système de management de la qualité. Enfin, c'est complété en tout cas. C'est pas deux choses complètement en parallèle, mais il y a quand même une cohérence. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. D'accord. Quand tu dis que ça va être appliqué, on est bien d'accord que certaines parties du règlement IA Act sont déjà applicables? Tout à fait. Donc, notamment tout ce qui est système d'IA complètement interdit, banni, etc., qui ne sont pas acceptables, ça c'est applicable depuis février 2025. Et en fait, on a une entrée en fonction, je dirais, progressive des dispositions de l'IA Act, donc avec des différentes étapes, une cet été notamment aussi. Et puis, quand on parle vraiment de dispositifs médicaux, allez, à 95%, voire même beaucoup plus, ça sera un système d'IA à haut risque. Et ça, ces dispositions-là rentreront véritablement en application en juillet 2027. Et puis, une dernière chose, parce qu'on a été confronté il n'y a pas très longtemps, quand on qualifiait justement un produit, et la question c'était est-ce que c'est un DM ou pas, on est arrivé, alors on savait qu'il y avait de l'IA dedans, en tout cas ça fonctionne avec de l'IA, et on est arrivé à la conclusion que ce n'était pas un dispositif médical. Et là, justement, maintenant, et ça c'est la nouveauté, c'est que ces systèmes-là d'IA, qui ne sont pas des dispositifs médicaux, eux-mêmes vont devoir respecter de manière autonome, pour le coup, la réglementation sur l'IA. Et donc ça va se mettre en œuvre, donc ça se met en œuvre de manière progressive. D'accord, donc ça veut dire que si je suis une solution plutôt de bien-être et que je mets de l'IA, j'ai une obligation d'être sur l'IA Act. Voilà, parce que l'IA Act ne se limite pas à la santé, c'est vraiment toutes les applications dans tous les domaines. Et donc, à partir du moment où on va avoir une solution qui répond à la définition d'un système d'IA, on va devoir respecter la réglementation. Donc cette étape de qualification, elle est fondamentale. D'accord. Mais Elisa, moi, par exemple, j'ai déjà mon produit, il est déjà sur le marché, j'ai une IA qui est dedans. L'IA Act, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je suis déjà sur le marché, j'ai peut-être pas besoin de refaire des choses, ou qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? C'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, c'est commencer à mettre en place tous ces éléments-là, commencer à construire, commencer à pouvoir avoir justement toute cette traçabilité, montrer toutes ces preuves, commencer à constituer des preuves qu'on est conforme sur tous ces éléments-là, parce que 2027, ça arrive vite, en fait, donc pouvoir
pouvoir démarrer et rajouter de la traçabilité en fait à ce qu'on met en place en tant que développeur. D'accord. Alors c'est vrai que ce matin, Daniel en a parlé un petit peu. C'est vrai que chez Kiomed, nous, on est vraiment spécialisé sur la validation des dispositifs médicaux et sur l'IA, ça pose quand même quelques difficultés. Et là, par exemple, c'est vrai que la plateforme dont il a parlé, on veut aller chercher justement la démonstration, donc ce qu'on va appeler la robustesse et l'explicabilité des IA, parce que ça fait partie, je crois, des obligations de l'IA Act. Est-ce que tu peux en dire deux mots de plus ? Non. Oui, ça fait partie des exigences. Oui, tout à fait. Non, mais c'est tout à fait vrai. Donc, il y a tout un certain nombre de principes qui sont définis dans l'IA Act et on doit être en capacité de démontrer effectivement que sa solution, son produit respecte bien ces principes-là. Il y a aussi le contrôle humain. Enfin, il y a pas mal de principes qui doivent être respectés par ces solutions. Et voilà. Et puis, non, mais je repensais aussi à la journalisation, par exemple. Parce qu'il y a quand même des points très positifs. On n'a pas parlé encore RGPD, mais ces trois réglementations vont vous intéresser, ou en tout cas vont vous concerner. Et le côté, je trouve, très positif de l'IA Act, qui impose justement aux fabricants d'enregistrer le fonctionnement et d'être en capacité d'arriver à comprendre ce qui s'est passé à un moment donné, donc grâce à cette traçabilité, finalement cautionne la collecte de données à caractère personnel, ce qui n'était pas forcément évident avant parce qu'on était considéré comme sous-traitant souvent quand notre propre outil ou solution captait cette donnée, on n'était pas forcément responsable de traitement et donc en tant que sous-traitant, on était un peu bloqué. Mais là, justement, finalement, le lien entre ces différentes réglementations et cette nouvelle obligation légale de respecter cette exigence de journalisation, de traçabilité, rend service parce qu'on va plus facilement derrière pouvoir réexploiter les données qui ont été collectées par le fonctionnement de notre solution. Si je peux compléter peut-être par rapport à la question que tu posais, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que fait mon dispositif et dans ce cas, comment est-ce que je vais pouvoir prouver la pertinence de mon algorithme. Par exemple, si je fais un algorithme de prédiction, moi je vais regarder, je vais avoir un score à la fin. Mon résultat sera un score. Donc je vais pouvoir dire est-ce que ce score il est pertinent ou pas, est-ce que je le retrouve à chaque fois que j'ai mes données d'entrée, mes données de sortie, est-ce qu'elles sont pertinentes. Je peux demander à un professionnel de santé de faire une comparaison, par exemple. Est-ce qu'on arrive au même résultat sur un diagnostic, par exemple, sur un LLM de recommandation. Comment est-ce qu'on fait pour montrer que les résultats sont pertinents, par exemple? Voilà, donc c'est aussi des sujets sur ces modèles-là, comment faire pour... moi, je suis fabricant, je réfléchis à, d'accord, ok, je fais des recommandations médicales, c'est quoi mon point de comparaison? Comment je prouve que mon algorithme, il utilise des données, que je suis dans le bon scope d'utilisation des données et dans les bons résultats par la suite? Ce qu'on a entendu ce matin sur les différents intervenants, c'est que la difficulté, c'est qu'avant d'avoir une IA qui tourne, c'est de l'entraîner. Et de l'entraîner sur des sets de données qui sont suffisants et qui sont aussi de qualité. Donc c'est là où la RGPD certainement rentre en ligne de compte, c'est que je ne peux pas prendre n'importe quelle donnée sans demander les avis. Ensuite, j'ai mes règlements quelles sont mes prétentions ou mes revendications médicales, et ça me donne ma classe de risque du dispositif médical, c'est ça. Ensuite, si mon IA fait quelque chose, j'ai un niveau de risque, et c'est là où on arrive à avoir une vision complète de ces trois règlements qui on va dire qu'ils sont presque interopérés. J'espère qu'ils ont à peu près les mêmes logiques de fonctionnement. Ouais, les deux derniers, oui, sont basés sur le risque. Le premier, je pense, le RGPD, est un peu, oui, c'est un peu différent, mais il y a surtout un sujet de responsabilisation au niveau du RGPD qui est assez intéressant. Après, et ça on le redit souvent, c'est que quand on pense set de données d'entraînement ou développement ou n'importe quoi, il faut quand même essayer de penser au maximum anonymisation, données anonymes, pour s'enlever justement cette lourdeur liée au RGPD, ces obligations permanentes d'information qui sont souvent extrêmement lourdes. Voilà, donc dans la mesure du possible, travailler sur la donnée anonyme. D'accord, merci. Et du coup, Quentin, en introduction, tu semblais nous dire que toi, tu étais justement dans ces limbes ou dans, je ne sais pas comment tu l'avais qualifié, mais tu es dans le labyrinthe. C'était le bon terme, d'accord. Alors explique-nous ce que tu fais et où tu en es dans ce fameux labyrinthe. Donc dans le labyrinthe, nous on a commencé en 2020, donc principe qui a été énoncé, on a construit un partenariat avec un établissement de santé, on a acheté des données, on a entraîné un algorithme qui est propriétaire pour faire de la détection précoce d'urgence vitale en milieu hospitalier. On a commencé à le certifier et on est rentré dans un processus de certification sous le nouveau règlement MDR
il y a de ça maintenant 2 ans. On a fait une levée de fonds pour financer cette certification. On a commencé donc en 2023 à soumettre à notre organisme notifié notre dossier de certification. Je précisais que c'était un labyrinthe parce que là, on est là pour aussi décrire les problématiques. Quand moi, j'ai pris le dossier à bras-le-corps il y a 3 ans, on a vu un bénéfice pour l'amélioration du produit, la vision des risques. Globalement, un système de management de la qualité à mettre en œuvre et une certification, c'est de la gestion des risques. Donc ça permet de vraiment visualiser l'impact et les problématiques que l'on peut rencontrer dans le cadre de l'outil qu'on met à disposition. Donc ça, c'est positif. Ce qui a été délicat dans notre démarche, c'est le labyrinthe a bougé entre le moment où on a démarré en 2020. Il y a la nouvelle réglementation qui est en cours d'application, qui a démarré réellement en septembre 2024, où il fallait déposer le certificat avant cette période-là. On a l'AI Act qui est arrivé l'année dernière. Donc entre le moment où nous, on a commencé le processus et aujourd'hui, il y a déjà eu des évolutions dans la réglementation. Donc les règles du jeu évoluent de manière exponentielle. Je ne vois pas encore pour l'instant un processus de simplification. C'est pas vraiment ce qu'on voit sur le terrain. Donc pour nous, c'est vraiment une démarche qui nécessite des efforts financiers et beaucoup d'éléments à travailler en interne. Le point positif, comme je vous l'ai dit, c'est on travaille sur la qualité du produit, ça génère de la barrière à l'entrée aussi. Nous, on a des algos qui sont propriétaires. Si demain, quelqu'un veut mettre à disposition ce type de solution, de détection précoce, d'urgence vitale, il va devoir passer par les mêmes étapes, faire une étude rétrospective, passer par une validation. Donc, ça permet de constituer la forteresse que les investisseurs aiment bien pour éviter que la concurrence vienne sur le marché. Pour aller un peu plus loin dans l'expérience, nous, on a déposé sous un organisme notifié sous une certaine classe, donc on s'est fait accompagner. Il faut savoir que quand on dépose un dossier, comme disait Thomas, on répond à une classe de risque, classe 1, 2, 3, globalement. 90% des outils que vous développez vont être dans du 2A, un peu plus élevé du 2B, encore un peu plus élevé, ça va être du classe 3. Nous, on a commencé, on s'est fait conseiller dans ce sens-là, on a déposé en 2A, on a fait 9 mois de dossier. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait un dossier technique, c'est à peu près 600 documents, d'une vingtaine de pages chaque document. Qu'il faut mettre en place, mettre en œuvre avec son équipe. Donc c'est beaucoup de travail de validation. L'organisme notifié nous a indiqué après le dépôt, après 6 mois de travaux avec eux, que finalement, ils estiment que notre solution est plutôt du 2B. Donc il faut qu'on retravaille un dossier technique et qu'on reconstruise tout le dossier technique sous ce format-là. Donc ça ne change pas énormément de choses non plus, mais ça nécessite des changements. Et ça, c'est important, c'est un point que je voulais partager parce que, comme un avis médical, finalement, on demande souvent un deuxième avis, parce que c'est important. Je vous invite à avoir le maximum d'avis sur votre niveau de classification pour vérifier, parce qu'une fois que vous êtes dans le processus, vous allez suivre un chemin et il faut être sûr d'arriver au bout du chemin. Donc voilà, c'était... D'accord. Et ce changement en 2A à 2B, il est lié, vous avez identifié, il est lié à quoi? C'est la réglementation, comme tu disais, qui a évolué, ou non, c'est un avis, et cet organisme notifié a cet avis-là. Alors si tu étais passé par un autre, il aurait peut-être pu avoir un autre avis ou non? Donc là, c'est ce dont on parlait, c'est que c'est un règlement, donc c'est une loi, donc c'est sujet à interprétation. En fonction d'un organisme notifié, vous pouvez avoir une interprétation différente de la loi. Il se trouve que notre organisme notifié
estime que la détection précoce d'urgence vitale, comme on le fait, nécessite et est suffisamment critique pour avoir ce niveau d'exigence. Ce qui peut être une bonne chose pour nous, parce que ça va créer encore plus de barrières à l'entrée pour éviter qu'il y ait de la concurrence demain sur notre marché. Et c'est principalement ce niveau de sévérité qui vient justifier pour l'organisme notifié cette reclassification. Et puis il y a un petit bout de l'AI Act aussi qui est arrivé l'année dernière, qui vient, on va dire, argumenter en ce sens-là aussi, qui vient augmenter le risque parce que c'est de l'IA. D'accord. Et du coup, Elisa ou Thomas, sur cette interprétation, comment vous, en tant qu'expert, vous positionnez justement ? En tout cas, ouais, les enjeux de classification, c'est au cœur des discussions sur les dispositifs médicaux logiciels. Et ce que Quentin dit, c'est que effectivement, le marquage CE, ça prend beaucoup de ressources, de temps, et donc il faut avoir une stratégie dès le début qui soit vraiment hyper claire, notamment sur la classification. Et donc regarder quelle est ma revendication de mon dispositif médical, qu'il y ait de l'IA ou pas finalement, la classification, ça va regarder la revendication médicale, quelle va être ma population cible, et peut-être demander autour de ça aussi. Nous, je sais, quand on était côté fabricant, on a créé une communauté de personnes en qualité réglementaire sur les logiciels, au début pour se poser un peu ces questions-là de classification justement. Maintenant, on est plus de 300 dans le groupe, et finalement, ça continue, ces questions de classification, d'être au cœur des interrogations, et donc toujours bien se référer au règlement, regarder son cas d'usage, et voilà, et avoir un argumentaire solide dès le début du projet. Enfin, ce qui est très intéressant concernant Quentin, effectivement, on voit que la problématique de la classification prend en compte énormément de critères. En fait, on a ce que prévoit effectivement le règlement, ses annexes par rapport aux règles de classification. Et justement, le travail qui va être fait, c'est de se projeter dans le fonctionnement en vie réelle, on va dire, du produit, qui va l'utiliser, comment, etc. Et puis d'arriver à apprécier, d'imaginer notamment comment ça peut se passer. Donc il faut imaginer plein de scénarios. Et c'est là où l'interprétation, finalement, va être compliquée, parce que soit on n'a pas tous les scénarios, et que l'organisme notifié va en avoir d'autres auxquels on n'avait pas pensé, soit à contrario, on va peut-être pas avoir la même analyse des conséquences du scénario. Et donc c'est ça en fait aujourd'hui l'interprétation, et c'est ça qui est quand même très compliqué. Et la façon notamment d'utiliser le produit, puisque dans le côté IA Act, on a le comportement humain par rapport à une solution, va avoir énormément de conséquences. Et donc, visiblement, certains ON ont commencé déjà à s'acculturer à ces principes qui découlent de l'IA Act. Donc oui, il faut les challenger, parce qu'aujourd'hui, c'est bien de faire les worst case ou d'imaginer le pire, mais il y a peut-être aussi des solutions pour arriver aussi à trouver un bon équilibre et à minimiser le risque, même dans l'utilisation du produit. Donc c'est plein de réflexions intéressantes. Ouais. Je pense que juste pour compléter, il y a aussi un sujet de sélectionner l'organisme notifié qui va comprendre tous les enjeux autour du développement logiciel. Il y en a une quarantaine en Europe, donc ils ne sont pas tous au même niveau d'acculturation sur le digital. Donc aussi aller discuter avec ceux qui connaissent bien et qui vont peut-être demain se positionner comme étant les autorités compétentes dans le cadre de l'IA Act aussi. D'accord, parce que l'IA Act sera donc validé de façon autonome donc du marquage CE, on est d'accord, parce que je peux ne pas être marqué CE médical et avoir à me certifier mon IA. Par contre, ça va être les mêmes organismes notifiés qui vont aussi faire ça, parce qu'ils sont déjà un peu englués quand même dans les validations actuelles, ou il y aura des nouveaux acteurs qui vont rentrer en ligne de compte? A priori, ce sera plutôt les mêmes qui passeront des certifications pour pouvoir auditer les fabricants autour de l'IA Act. Juste nous, pour notre exemple précisément sur l'IA Act, on a déposé le dossier technique en février 2024. En avril 2024, il y a eu l'AI Act. En septembre, l'organisme notifié, le BSI, a commencé à travailler sur notre dossier et ils nous ont mis à disposition une ressource spécifique sur l'IA. Donc on a eu un dossier technique spécifique IA avec des demandes très spécifiques IA sur comment vous l'avez construite, comment vous la vérifiez, comment en post-market surveillance vous vérifiez les performances, comment à quel niveau elle est explicable, etc. Donc les ON ont déjà commencé à quand même bien intégrer cette partie-là. On a essayé assez de challenger là-dessus et ils ont déjà les éléments prêts pour répondre à cette IA. Nous, on a le sentiment qu'en passant cette certification,
ça validera cette partie-là également. Ça fait partie de notre processus de certification. D'accord. Ce matin, il y a eu des questions sur Europe versus États-Unis en particulier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces potentielles différences, alors principalement sur de la réglementation avec de l'IA? Alors, sur les sujets IA, ils vont regarder des choses, ils vont être assez pointus sur l'évaluation des IA aussi. Notamment, ils ont mis en place les Predetermined Change Control Plan, PCCP, aux États-Unis, où c'est comment est-ce que, en tant que fabricant, je montre quelles vont être les versions que je vais amener sur le marché une fois que le produit sera sur le marché. Donc, dire, voilà, la nouvelle version de mon algorithme, quelles données j'ai utilisées pour le constituer, quels sont les bénéfices associés, quels sont les risques associés. Et donc, il y a déjà cette logique-là de discuter avec le fabricant pour se projeter sur les futures versions, notamment. Après, sur les différences avec la FDA, sur le réglementaire en général, ça pourrait être l'objet d'une table ronde entière, mais notamment sur les aspects cliniques, d'usability, de post-market surveillance. On le voit là sur le sujet IA, il y a des grosses différences avec la FDA. Il y a un overlap quand même, donc c'est pas inutile de faire le market CE quand on va aux États-Unis, mais il y a ces différences-là qui existent. Moi, j'essaye d'être compétent en droit français et européen, c'est déjà pas mal. Donc, tout ce qui est américain, je laisse ça à mes amis lawyers qui facturent $1 500 l'heure à peu près. Donc, voilà. Donc, j'ai pas trop non, on n'a pas d'expérience sur les US, nous. Nous, on a démarré du coup les premiers preliminary calls avec nos amis de la FDA. C'est intéressant aussi que je vous partage un peu notre expérience là-dessus parce que donc on avait construit notre outil de détection précoce à partir de jeux de données qu'on avait travaillé avec des établissements français. On analysait des résultats de labo, des signes vitaux, des antécédents, etc. Donc on avait un jeu de données assez complet, de plus de 50 000 séjours, plus de 2 milliards de données. Néanmoins, dans les premiers échanges qu'on a eus, ils nous ont demandé de pouvoir démontrer que notre algorithme était stable et qu'il n'y avait pas de biais sur le caractère ethnique ou la race du patient, chose qu'on n'enregistre pas, c'est interdit en France. Donc on est incapable, nous, avec les jeux de données sur lesquels on a travaillé, de pouvoir démontrer la stabilité de notre algorithme de détection précoce en fonction du caractère ethnique du patient, puisque c'est une donnée qui n'est pas enregistrée. Donc ça nécessitera nécessairement pour nous de refaire une rapide étude rétrospective en intégrant ce nouveau paramètre d'entrée pour vérifier la stabilité de l'algo en fonction de l'origine ethnique du patient. Donc ça fait partie des éléments qu'on est en train d'intégrer dans notre entrée sur le marché aux US. D'accord, donc ce que j'entends, c'est que finalement, même si dans les médias, souvent on entend que les US, tout est libre sur l'IA, c'est pas si vrai que ça, en tout cas pas dans le domaine de la santé, il y a quand même des choses qui sont à réaliser, et qu'ils ont des paramètres que nous, en Europe, on ne considère pas, et là, entre autres, sur le côté ethnique, qui peuvent être réellement problématiques, on va dire, pour un accès sur le marché. Je discutais tout à l'heure sur cette problématique avec... j'ai perdu le nom de votre société. J'ai perdu le nom de votre société. Avec Volta, sur cette problématique, où eux, ils sont sur le cœur, et je leur ai dit, mais le cœur, est-ce qu'on vous demande aussi des choses sur l'ethnie? Parce qu'un cœur, c'est un cœur pour tout le monde ou pas? Et donc, la réponse n'était pas si simple que ça. Mais en effet, on voit que c'est pas si simple les États-Unis. On peut aller le faire plus vite, ça peut coûter en effet moins cher, mais qu'il faut peut-être préparer quand même les choses avant d'y aller. D'un point de vue financier, par contre, ce qui est intéressant pour le dépôt FDA, c'est qu'ils prennent en considération aussi le côté start-up versus grosse boîte, parce qu'il y a deux tarifs. Il y a un tarif en fonction du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas en UE. Donc ça peut être aussi, ça aide dans le processus de réglementation aux US. D'accord. J'ai oublié de te demander, tu parlais en fait, ça faisait plusieurs années maintenant que vous étiez dans ce côté réglementaire. Tu es déjà sur le marché avec ta solution? Oui, on est commercialisé depuis 2021 maintenant. Aujourd'hui, tout le principe, c'est qu'il y a une transition de la directive sous le nouveau règlement. On a jusqu'à fin 2028 pour finaliser cette transition. Nous, l'enjeu, il est principalement, dans le cadre de notre levée de fonds, c'est de rassurer nos investisseurs sur la pérennité de la solution
que l'on passe cette certification, mais on a cette jointure entre le legacy device sous la directive jusqu'à fin 2028. C'est bien ça, hein? Fin 2028. D'accord. En préparant la table ronde, on en a parlé, et ce matin, je crois qu'une personne de BPI parlait de la simplification potentielle de ces règlements. Donc on en est au début, ça me paraît déjà bizarre qu'on pense déjà à les simplifier. C'est si compliqué que ça? Qu'est-ce qui se trame? Là, pareil, on pourrait faire une table ronde complète, voire une journée complète sur la simplification. En fait, déjà, il va falloir qu'on change un peu le logiciel global de nos réglementaires, ou enfin ceux qui rédigent tout ça. Non, il est vrai qu'aujourd'hui en Europe, trêve de plaisanterie, il y a une vague, en tout cas, il y a un commencement de volonté de simplifier toutes ces réglementations-là, parce que on se rend compte que la mise en œuvre peut paraître souvent compliquée et voire très complexe. Donc il y a eu déjà une première étape au niveau des dispositifs médicaux, donc au niveau du MDR, avec une consultation, donc c'est en cours tout ça, pour envisager justement une évolution de la réglementation, peut-être sur certains aspects. Il y a également, et c'est là où c'est quand même juste lunaire, la même démarche pour le règlement sur l'IA. Donc il n'est pas complètement encore entré en application, mais on est en train de se dire déjà, waouh, ça risque d'être compliqué, donc il va peut-être qu'on revoie un petit peu notre copie. Alors justement, j'avais une question. Qui a lu l'IA Act dans son intégralité? Dans son intégralité, oui, quand même. 144 pages, écrit en 9, recto verso. Bon, bravo, félicitations. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ChatGPT vous aidera énormément. Vous mettez le PDF et puis vous posez des questions, il y répondra. Donc, rien que ça, effectivement, sur cette réglementation-là, c'est 144 pages. Le règlement, le MDR, je ne sais pas. Le RGPD, c'est pareil. Et donc, le RGPD, pareil. Même démarche aujourd'hui de se dire, il va peut-être falloir qu'on simplifie parce qu'aujourd'hui, les PME galèrent pour mettre en œuvre, effectivement, cette réglementation-là. Et notamment aussi, on a d'énormes difficultés avec cette obligation d'information. Je ne sais pas si on reviendra dessus, mais en tout cas, voilà. Il y a une conscience, je ne sais pas ce qui va en ressortir, parce que, en tout cas, voilà, moi en tant que juriste, je vois que quand on parle de simplification, puis j'en terminerai avec ça là-dessus, est-ce que certains ont vu qu'il y avait un projet de loi de simplification de la vie économique en France qui était en cours de discussion, avec l'article 22 qui concerne pas mal de sujets sur le secteur de la santé, notamment la recherche clinique, la recherche sur échantillons. En fait, ce qu'ils n'ont toujours pas compris, c'est que pour simplifier, on ne rédige pas du texte en plus. Et c'est ce qu'ils font. Et ils rajoutent des choses. En fait, simplifier, pour moi, c'est enlever. Aujourd'hui, il faudrait enlever. Arrêter d'en remettre pour réexpliquer des choses. En fait, les gens pensent que... Enfin, je suis désolé, mais je plaide pour ma paroisse, mais le droit, c'est du droit. Voilà. Ça veut dire que, par définition, c'est peut-être pas forcément accessible à tout le monde. Or, aujourd'hui, sur le côté réglementaire, on veut tout expliquer, on veut répondre à toutes les questions, et c'est pour ça qu'on arrive à des choses extrêmement compliquées, parce qu'en fait, on devrait rester sur des principes généraux, sur des grands principes. Et j'étais pas forcément un très bon étudiant en droit, mais en tout cas, à chaque fois, je me rattachais aux grands principes du droit, et à chaque fois, on trouvait des solutions. Voilà. Donc c'est vrai que il y a cette volonté, je ne sais pas ce que ça va donner au final. Alors peut-être pour compléter sur le MDR, merci Thomas, il y a des groupes de travail qui travaillent à prendre le retour des fabricants et pouvoir le remonter à la Commission européenne. Je pense notamment à France Biotech qui est dans cette démarche-là en ce moment. Donc si ça intéresse certains dans la salle de contribuer. D'accord. C'est vrai que quand on est entrepreneur, qu'on est plein de bonne volonté, qu'on a codé en une nuit, puisqu'on a utilisé des LLM ou des systèmes de codage en a notre application, c'est vrai que quand on arrive devant ces réglementations, on peut ne pas comprendre et puis on peut se dire mais jamais je vais y arriver. Quels seraient vos trucs et astuces, on va dire, que vous pourriez donner à des développeurs qui sont dans la salle ou à des entrepreneurs en lien justement avec ce à quoi ils vont être confrontés? Moi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même déjà plein de bonnes choses qui sont mises en place par les développeurs, plein de bonnes pratiques de dev, la mise en place de tests, voilà, on pourrait citer pas mal de choses. Et nous, souvent, quand on explique ce qu'il faut mettre dans le dossier technique, on le fait main dans la main avec eux, ils nous disent « Ah mais oui, mais ça on sait faire en fait, ah oui, ça on sait faire ». Donc en fait, finalement, il y a plein de choses qu'ils savent faire. C'est juste qu'est-ce qu'on met exactement et comment on trace, quel est le niveau de granularité dans lequel je dois aller. Et ça, par contre, oui, effectivement, il faut peut-être un regard extérieur pour bien comprendre comment constitue le dossier. Mais il y a déjà plein d'éléments qui sont dans les mains des fabricants. Alors, le conseil que je peux donner, c'est que la réglementation, ça s'appréhende le plus tôt possible. On accompagne
en tout cas, on intervient dans le monde des startups et vraiment on dit voilà les points, les réglementations clés qu'il faut vraiment pas ignorer. Alors, on en a parlé de 3 aujourd'hui, mais je penserai aussi à la loi anti-cadeau, dispositif transparence. Enfin, il y a un certain nombre de sujets à bien aborder parce qu'il faut aussi avoir quelque chose en tête de très clair, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens externes qui vont venir voir ce que vous faites. On appelle ça les due diligence. Notamment, nous, en tant qu'avocats, on intervient, on fait des due diligence, donc sur des cibles ou dans des entreprises ou startups qui sont à la recherche de financement, à la demande de ces futurs financeurs, pour voir justement est-ce qu'ils ont fait les choses correctement et surtout quel est le risque éventuel de mon investissement. Et derrière, souvent, le non-respect de la réglementation, c'est des risques pénaux. Donc c'est de l'image et puis c'est juste la boîte qui se casse la gueule. Donc c'est quand même un point extrêmement important, c'est d'appréhender ces réglementations le plus en amont possible. D'accord. Et toi, Quentin ? Moi, je dirais que dès le départ, ça a été un élément finalement pour faciliter l'intégration d'investisseurs aussi, c'est-à-dire que la barrière à l'entrée est tellement forte pour faire un DM numérique que ça vient justifier la nécessité de mettre en œuvre des fonds pour développer et déployer les solutions. Moi, j'ai toujours trouvé ça positif et ça modifie aussi la manière de faire des développeurs, ça encadre la manière de développer, ça permet de mieux gérer les risques. Donc, il y a pas mal de choses positives. Il faut réussir à naviguer dedans, c'est un labyrinthe un peu costaud, mais ouais, il faut l'anticiper. Mais surtout, alors au niveau budget, moi je dirais, si vous commencez à construire un BP avec de la réglementation, n'oubliez pas le temps que ça prend à vos équipes, parce qu'en fait, on va rajouter du juridique, du conseil, mais on oublie qu'en fait, il y a une grosse partie quand même de l'équipe qui va réaliser la documentation clinique, qui va être interrogée, etc. Et ça, c'est un coût et ça a un effet sur le produit. Nous, on a démarré réellement la partie documentation en janvier 2024, dépôt en septembre. Pendant ces 9 mois, c'était principalement de la certification et non pas de l'ajout de fonctionnalités et de l'amélioration, etc. Donc, ça a un impact sur le produit en tant que tel. Il y a une phase minimum, je pense, de 6 mois où tout est figé et on fait que faire une pause et on documente ce qu'on a fait, en fait. Ce qui est bien aussi, hein, ça permet de se rassurer sur ce qu'on a fait, mais voilà, il faut avoir conscience de ça. Quand on est une start-up, la grosse valeur ajoutée par rapport à une énorme boîte, c'est qu'on est censé être hyper agile. Et quand on commence à rentrer là-dedans, on devient moins agile. Donc on est un peu schizophrène, comme on l'a dit ce matin, mais on rentre un peu dans cette problématique-là. Ouais. D'accord. Est-ce que tu conseillerais du coup d'être accompagné aussi sur ce genre de choses ? Vous êtes accompagné ou pas ? Oui, oui, on est accompagné et on est accompagné à plusieurs niveaux. On est accompagné niveau juridique, on est accompagné niveau constitution du dossier technique. C'est très important d'être accompagné parce que c'est tellement spécifique et ça bouge tellement vite qu'on ne peut pas être au niveau. Donc en fait, la start-up qui vaudra 1 milliard avec une personne, elle ne sera pas dans le domaine de la santé, c'est ça ? Je pense que c'est difficile de développer une solution pour des hôpitaux avec de la sécurité patient à une personne. Je pense que c'est impossible. D'accord. Pour conclure, si vous aviez une chose à faire retenir, on va dire, à l'Assemblée, quel serait le message par rapport à cette réglementation ? C'est vrai que l'internationalisation, on en a moins parlé, mais elle est native avec justement les règlements européens. C'est que toute l'Europe, ça reste quand même un marché qui est largement important. On connaît les difficultés aujourd'hui aussi politiques sur les États-Unis. Donc, chacun d'entre vous, si vous aviez un truc à leur faire retenir, ce serait quoi ? Moi, je dirais sur la partie comment est-ce qu'on fait demain pour utiliser des briques externes d'IA pour développer des logiciels en santé. Tout à l'heure, ça a été mentionné, on a la plupart des dispositifs médicaux qui ont été conçus avant ChatGPT. Ça va être un bouleversement énorme. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir certifier ces logiciels-là qui intègrent des briques
Alors, on a plusieurs niveaux de transparence en fait. Soit on peut avoir des IA propriétaires, ce qui est le cas de Quentin. Soit on peut avoir des boîtes noires totales où on ne sait pas du tout ce qui se passe derrière l'algorithme. Soit on peut peut-être aller vers des solutions, par exemple open source. On va pouvoir auditer l'algorithme, montrer voilà comment j'ai entraîné l'algorithme avec le jeu de données secondaire. Il y a plusieurs niveaux possibles. Et demain, c'est comment est-ce que je peux argumenter, construire mes preuves en utilisant ces briques extérieures-là. Pierre avait mentionné aussi tout à l'heure les MCP. Donc demain, en plus d'utiliser une brique d'IA externe, comment est-ce que je fais si j'ai des IA qui communiquent entre elles? Voilà, plein d'enjeux, mais qui seront très intéressants, je pense. Ok, Thomas? Moi, mon cheval de bataille en ce moment, c'est vraiment la simplification, mais la vraie. Donc, je pense qu'il faut être particulièrement vigilant sur certaines initiatives et qui viendraient surtout d'un point de vue national. Malheureusement, ça aussi, il faut vraiment l'imaginer. Le règlement européen, ça doit rester européen. Et toutes les initiatives doivent être encouragées à être au niveau européen et éviter de faire du franco-français. Donc, ça peut paraître bien d'avoir des nouveaux guidance, des trucs français, des FAQ, des trucs comme ça, mais... Enfin, ça. On s'enferme un peu plus. Or, aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est un marché unique. On veut pouvoir faciliter la commercialisation des produits sur un marché quand même extrêmement conséquent et qui est quand même très positif. Donc, il faut être très vigilant là-dessus et vraiment s'assurer qu'on va vers une vraie simplification et pas encore rajouter une couche au niveau national. Voilà. Ok, merci. Quentin? Moi, je vais juste rajouter le fait qu'il faut le voir comme une opportunité. C'est-à-dire que quand moi j'ai démarré, je freinais au maximum le processus de réglementation en me disant on attendra, on verra. La réalité sur le terrain dans les hôpitaux, aujourd'hui il doit y avoir moins de 5% des logiciels qui sont certifiés et qui sont utilisés par des médecins en vie réelle, en temps réel. Donc moi j'avais une démarche plutôt de ne pas être plus royaliste que le roi et de me dire bon bah je ferai quand on va me demander et exiger que je fasse, quoi. Et ça, je pense qu'il faut plutôt avoir l'approche inverse, commencer à l'anticiper, parce que c'est une vraie valeur ajoutée par rapport à d'autres sur le marché. Il faut vraiment le voir comme une barrière à l'entrée et éviter que la concurrence vienne manger le marché sur lequel vous êtes en train de vous installer. Ok, merci pour cet échange, mais c'est vrai que moi, en tant qu'entrepreneur, ce que j'entends, c'est que finalement, je peux être un peu protégé par ces systèmes-là, même si je n'ai pas forcément toujours envie, je sais que ça va me prendre du temps. Par contre, moi, en tant que patient, je me dis que c'est quand même plutôt cool pour moi, parce que je pense que tous ces règlements-là sont aussi pour la sécurité de mes données, pour ma santé en elle-même, parce que demain, si tu me mets une IA qui me prédit un cancer alors que je n'en ai pas, je pense que j'ai un peu mal le prendre. Alors, merci encore tous les quatre. C'est